Bonjour Nicolas, ça fait longtemps que je te fais attendre là maintenant. Bonjour Christian, pas de souci. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Ouais, ça va bien, ça va très très bien. Je suis très très heureux d'être à tes côtés là pour ce Facebook Live. Plein de belles surprises, je crois. Voilà, ben, je te remercie déjà. Ben, déjà peut-être, en fait, enfin, toi, tu me connais ou tu me suis peut-être depuis, je ne sais pas exactement depuis quand, pour tout dire, mais on s'est rencontrés l'année passée, je crois que c'était pas cette année, enfin l'année passée, je ne sais plus, à la Ouais, sortie d'un concert d'un ami commun qui s'appelle Barueco. De temps en temps, j'en parle également dans mes pages. Voilà, ouais, tout à fait. c'est ça, hein, c'est là que tu m'as En introduit fait, à la sortie du concert. ouais, je me suis payé le culot de venir te saluer en vrai à la sortie des écrans parce que ça fait vraiment un petit moment que je te suis. Je crois que je te suis depuis la sortie de ton premier livre. Je t'avais découvert chez Lilou Massé. D'accord, Et voilà. j'avais vraiment bien accroché tout de suite avec le monsieur, avec son discours, avec ce que tu portais comme valeur. Et puis ta reconversion m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que je suis devenu un grand fan de Christian Junot. Bon, je ne savais pas que j'avais je crois pas de fans club officiel, en tous les cas. Voilà, donc, bonjour à ceux qui sont là. Et justement, moi, je suis aussi Nicolas, voilà, à distance à travers les réseaux sociaux. Il est de la région d'Annecy. Voilà, je trouvais que, à part son activité qui a été la sienne pendant très longtemps, hein, je l'ai mis dans les commentaires, 33 ans comme sapeur-pompier professionnel. Je trouve que c'est un grand poète aussi, parce que de temps en temps, je le dis, c'est écrit et j'ai envie qu'on parle un peu de ça. Et aussi, j'aimerais qu'on parle aussi de transition, parce que effectivement, tu vis en ce moment de transition, voilà, alors qui est ce qu'elle est, j'ai envie de dire. On va voir, elle a été un peu poussée par les circonstances, c'est exactement comme moi en 2009, que j'ai perdu mon job suite à la crise des subprimes. Toi, ce sont d'autres circonstances qui t'ont poussé à ça, mais on va y revenir. Alors peut-être ce métier de sapeur-pompier, est-ce que c'était déjà un rêve d'enfant que tu as réalisé? Oui, c'était déjà, enfin, un rêve d'enfant, non, pas vraiment. En fait, c'était déjà en soi une transition par rapport au milieu dans lequel j'évoluais. Savoir, je suis rentré chez les sapeurs-pompiers de Paris à l'âge de 20 ans. Et moi, j'étais plutôt issu d'une famille très branchée sur le monde de l'éducation nationale, notamment. Je suis un fils de prof et d'institutrice, avec des frères qui avaient fait des études. Et moi, j'ai eu le sentiment que je devais aller prendre un petit peu l'air dans d'autres milieux que ces milieux-là. J'avais un peu l'impression d'être un étranger dans le parcours scolaire étudiant et j'avais besoin d'être dans l'action, si tu veux. D'accord. Alors, c'était aussi quelque part une forme de fuite, je pense, parce que ça, je l'ai analysé bien plus tard. J'étais aussi dans cet âge où tu rêves d'être comédien, chanteur, faire des choses un petit peu comme ça, monter sur les planches. Et je crois que inconsciemment, il y a dû y avoir une stratégie de fuite ou d'évitement qui fait que je suis allé apprendre à brûler les planches sur les boulevards parisiens plutôt qu'y mettre le feu, quoi. Voilà. C'est vrai que brûler les planches et être sapeur-pompier, c'est une jolie image. Et, et j'imagine, mais je connais pas du tout ce milieu-là, j'imagine que ça doit être un milieu, je sais pas, c'est le mot qui me vient, c'est le mot confrérie, tu vois, mais je sais pas, il doit y avoir un lien particulier entre vous, je pense. Ouais, alors là, tu touches le cœur d'une reprise d'études que j'ai fait sur le tard à l'âge de 40 ans, où j'ai fait un travail universitaire, une recherche sur le lien entre la formation et la naissance de ce métier, en fait, qui au départ est une activité bénévole, puis ensuite dans laquelle des gens s'engagent de façon volontaire, en fait, en fonction des métiers qui nécessitent une connaissance des bâtiments, une connaissance des structures, puis professionnellement, ça vient à s'organiser. Et c'est vrai que quand tu parles de communauté, il y a à la fois la notion de communauté et de collectivité. Et les premiers pompiers, au-delà de la population qui intervenait bénévolement dès qu'il y avait la naissance d'un feu dans un bourg, se sont avérés très rapidement les hommes de l'Église, en fait, les moines, parce qu'ils étaient reconnus comme étant la vocation à intervenir face au feu de l'enfer. Voilà. D'accord, c'est Et dingue. ça, c'est la partie historique qu'on ne connaît pas encore assez, je trouve, parce qu'il y a un peu de ça quelque part dans ces métiers-là aussi. Ouais. Oui. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre
je ne sais pas si le mot est trop fort, sacrificiel quelque part. On est prêt à Oui, jouer avec sa vie, enfin jouer avec sa vie en tout cas, à risquer sa vie pour sauver des personnes, quoi. ouais. Alors ça, si tu veux, c'est quelque chose, moi, que j'ai essayé de comprendre et d'analyser, mais vraiment en profondeur. J'ai découvert tardivement dans mon métier, au bout de 20 ans de service, j'ai passé un grand moment pendant quelques années à ne faire que de la formation professionnelle chez les sapeurs-pompiers. Mhm. Et j'ai découvert à cette époque-là, par une intervenante en management, qu'on appelle le triangle de Karpman. Et Oui. ce matin, je tondais la pelouse et je réfléchissais un petit peu à notre rencontre d'aujourd'hui. Et je me disais, mais en fait, finalement, tu parles de sacrifice et je crois que chez les pompiers, on est très focalisé sur le triangle du feu et on ne connaît pas ce triangle de Karpman. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir il y a une quinzaine d'années maintenant. Et je me suis aperçu qu'en fait, on était dedans, mais de façon très institutionnelle. C'est-à-dire qu'on avait vraiment ce statut de sauveur qui nous était là mis en face et on aurait presque l'impression que si on ne l'applique pas, on n'est pas bon dans ce qu'on fait, quoi. Et Oui. du coup, je pense que le sacrifice, ouais, il est là. Il est alors, c'est aussi, on en reparlera sans doute, mais c'est aussi tout le travail, le cheminement intérieur que j'ai fait aussi. C'est de se dire à un moment donné, est-ce que je dois réellement sacrifier ma vie pour être un sapeur-pompier digne de ce nom? Est-ce que je me suis pas oublié au passage? Et est-ce qu'il serait pas temps que je pense à moi pour être encore plus efficace pour les autres, finalement? Oui. Ok, c'est super intéressant ce que tu partages parce que je fais un lien que je n'avais jamais fait avant. Enfin, surtout que le fait que tu partageais qu'historiquement, c'était les moines qui étaient considérés comme des pompiers de premier ordre, hein, et les premiers à être présents aussi. C'est parce que, tu vois, quand on parle de sauveur, il y a quand même un lien avec la religion, le sauveur. Et puis, moi, chaque fois que dans mes ateliers sur la relation argent, je vois des gens qui sont dans le sacrifice pour les autres, je dis toujours, tiens, le sacré fils. C'est ça que j'entends derrière sacrifice. Et je vois que bien souvent dans leur histoire, il y a une histoire d'être le fils sacré avec un rôle particulier de la famille qui fait que inconsciemment, il y a une sorte de confusion entre sacrifice et sacrifice. Ça peut être, ou alors des femmes qui auraient dû être nées sous garçon, qu'on attendait, tu vois, et que j'ai pu voir parfois des liens avec cela, avec comme une confusion, tu vois, comme si le cerveau n'ait pas fait la différence. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, dans confusion, j'entends aussi fusion. Il y a un lien sacré. Alors moi, je suis en plus en lien avec le signe du feu. Et c'est Mhm. vraiment ce qui m'anime. Et ouais, c'est complètement ça. Moi, enfin, je vois que dans ma propre famille, quelque part, je me suis sacrifié. Effectivement, je me suis sacrifié par rapport à un chemin d'études qui ne me convenait pas. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je me promenais avec mes parents, j'étais le petit dernier. Hein, je suis le dernier d'une fratrie de quatre garçons. Dans le nord de la France, il y a des gens, quand ils me croisaient avec mes parents, qui disaient: Ah, mais il est là, votre bâton de vieillesse, c'est le petit dernier. Et puis moi, je me disais: Mais c'est quoi ce bâton de vieillesse? De quoi il me parle? Et ça m'a tellement fait peur que je me suis barré en numéro 2 de la maison parce que j'ai dit: Non, je suis pas un bâton de vieillesse. C'est pas mon job, quoi. Je veux dire, Donc je crois que je me suis sauvé avant de devenir sauveur. Et il y a toujours cette, alors j'adore jouer avec les mots, hein, mais il y a toujours cette notion de fuite quelque part, et aujourd'hui de prendre enfin le contre-pied de ça. Voilà. oui, merci. Ben, on va bien s'entendre, hein, moi qui adore jouer avec les mots. Donc, c'est parfait. Bon, juste la dernière petite question avant qu'on vienne sur la situation particulière et singulière que tu vis et que beaucoup de personnes dans le même métier que toi et dans d'autres métiers vivent à travers cette situation assez singulière et même dramatique parfois. Euh, et je peux imaginer qu'en ayant fait 33 ans, qu'il y a quand même eu des périodes où tu t'es dit, bon, là, ça devrait suffire, ou là, il serait temps de passer à autre chose. Voilà, si tu n'as pas eu des remises en question, peut-être même à intervalles réguliers, et que pour X, Y raison, peut-être tu n'as pas changé. Ici. Alors, j'ai toujours fonctionné sur des cycles. Si tu veux, la notion, alors c'est marrant parce qu'on va peut-être parler d'un tour en vélo, et là aussi, il y a une notion de cycle. J'ai toujours fonctionné sur ce modèle-là, plus ou moins inconsciemment, à me dire que quand je me sentais un peu trop bien quelque part, il était temps que j'y mette un terme de moi-même.
parce que ça pouvait devenir trop routinier, trop dangereux, trop habituel en fait dans mes démarches. Et du coup, dans mon métier de sapeur-pompier, au bout de 4, 5 ans, j'ai toujours eu l'occasion de muter, de changer d'horizon, de passer des pompiers de Paris où j'ai fait mes 5 premières années à la communauté urbaine de Lille, dans mon pays du Nord où je suis resté 4 ans. Après, je suis parti à la rencontre des montagnes sur un poste en centre de secours en montagne à 2000 mètres d'altitude sur Tignes. Je suis redescendu à Annecy où j'ai repassé 5 ans. Ensuite, j'ai pris un poste de formateur permanent où j'ai passé 5 ans et demi. Je suis revenu en centre de secours. Enfin, j'ai toujours essayé de casser une certaine routine et dans un métier finalement qui me permettait de le faire avec tellement de métiers à l'intérieur d'une même activité que je ne me sentais pas forcément obligé tout de suite de sortir de cet univers. J'ai énormément fréquenté le monde de la formation professionnelle, que ce soit dans le cadre de l'enseignement des gestes de premier secours jusqu'à la formation des formateurs de ces disciplines, que ce soit dans les activités sportives chez les pompiers. Puis il y a une quinzaine d'années, je suis revenu au cœur du métier en enseignant vraiment les fondamentaux des connaissances relatives à l'incendie. Et c'est là que j'ai été mis au contact de scientifiques, d'universitaires, et que mon chemin de vie il a quand même vraiment sérieusement commencé à être un petit peu bousculé dans les apports qu'on me faisait. Et que j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait j'étais sans doute peut-être plus chercheur que sapeur-pompier et que peut-être que en fait cet univers des pompiers me permettait de vivre ces recherches au quotidien, au contact d'hommes et de femmes qui allaient très loin dans l'engagement, qui allaient au-delà de leurs limites dans un tas de domaines divers et variés, et que moi j'avais une forme de capacité à prendre aussi beaucoup de recul sur nos pratiques et en même temps à m'engager aussi très loin dans la pratique. Voilà. Et, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour de la question et Mhm. que j'ai quelque chose à faire et à exporter de tout ça Ok. ailleurs. Voilà. Et merci. Et justement, alors si on revient à l'actualité, je ne sais plus à quelle date exactement arrivent les annonces en France que dans certains cours de métier, il va falloir être vacciné pour pouvoir continuer. Quelle est ta... Demain, demain, le 15 septembre, ouais. Mm. Oui, tout à fait, mais je disais, je ne sais plus à quelle date c'est arrivé. L'annonce est arrivée. Je ne sais pas si tu te souviens que Euh, le niveau obligatoire. non, alors il y a eu les annonces du 12 juillet, puis après, je crois que c'est courant août, fin juillet, courant août. On a dû nous annoncer qu'au 15 septembre, il faudrait être en règle avec ses prérogatives. Et Et quelle est ta... c'est vrai que, oui. Tu te souviens, quelle est ta première réaction au moment où, d'un coup, c'est un choc? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas un choc, c'est une énorme déception. C'est une énorme déception qui vient en fait provoquer quand même beaucoup de contrariété parce que quand tu vis ces métiers-là de l'intérieur et que tu as connaissance de la situation de l'intérieur, tu comprends pas en fait ce qu'on t'annonce. Tu comprends pas et t'adhères pas en fait. Alors, t'adhères pas, mais là encore une fois, je me rends compte que c'est dans ma façon d'être que j'adhère pas parce que je me rends compte aussi qu'il y a une grande majorité de personnes qui sont prêtes à accepter les conditions qu'on leur impose, quoi. Alors qu'elles ont même peut-être souvent dit qu'elles n'étaient pas d'accord avec ça. Mhm. Mhm. Ouais, et puis je peux imaginer peut-être même une forme d'injustice, puisque la Cour dit, tiens, ben, les policiers n'ont pas cette obligation, nous on l'a. Enfin, il y a des sortes de non-sens, peut-être, de l'incohérence. Ouais, il y a une forte incompréhension parce que si on revient rapidement sur le premier confinement, les sapeurs-pompiers, on en a quand même été énormément écartés de cette implication sur le Covid, parce que les ambulanciers privés ont été beaucoup privilégiés par rapport à nos propres interventions. Et à cette époque-là, on nous disait, ouais, mais non, on se met un petit peu en retrait de ça. En même temps, on véhiculait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'inconnus. Moi-même, hein, je cautionnais quand même beaucoup de peur à cette époque-là. Et puis très rapidement, dans notre
quotidien, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ce qu'on nous en disait. Et je dirais que la plus grosse difficulté, de mon point de vue, c'est de communiquer avec l'extérieur à ce propos. Parce qu'en fait, ça fait quand même 30 ans que tu traînes tes bottes dans ce milieu que tu connais bien, tu vois bien ce qui se passe en intervention. Et bizarrement, tu as ton cercle d'amis, tu as la famille, tu as des proches, tu as, des gens qui entendent pas ce que tu es en train de leur raconter. Ils sont pas d'accord avec toi alors qu'ils y sont pas et ils se contentent d'un certain type d'information qu'on leur bassine à longueur de journée. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai même plus de crédibilité dans ce que je suis au quotidien en tant que sapeur-pompier et de ce que je fais au quotidien comme mission. Et pourquoi on ferait confiance à un mec que la France connaissait pas il y a 7 8 ans en matière de santé et nous qui sommes là sur le terrain et qui sommes vraiment des témoins privilégiés de ce qui se passe, on nous entend pas, quoi. Ça, c'est compliqué à vivre. Je comprends, je comprends. Et puis peut-être alors, quel a été ton cheminement jusqu'à, je crois, tu me disais ce 17 août où tout a été suspendu. Quel a été ce cheminement intérieur peut-être, ou peut-être ces conflits intérieurs? Je ne sais pas si tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans la tête ou dans le corps ou dans le cœur de Nicolas durant cette période. Alors, en fait, au courant de l'année, là, on en parlait un petit peu en aparté tout à l'heure, j'ai été au contact d'une personne qui est venue me parler de soins énergétiques, de choses comme ça, et j'ai été plus, plus vigilant à ces choses-là, à ce que je ressentais, à mon ressenti, à ce qui se passait sur le monde extérieur, et à voir si je me sentais en phase avec ça, et à quel moment les colères que je pouvais porter ou véhiculer m'appartenaient ou pas. Et j'ai eu la chance d'être en congé en fait au mois de juillet, et vraiment de me poser et de me reposer en fait pendant les 3 semaines de juillet là, et de me préparer à une reprise d'activité au mois d'août où effectivement il y avait ces annonces qui avaient été faites en juillet, il y avait des choses qui commençaient à se dire sur des obligations. Et moi, je me suis retrouvé simplement en conflit de valeurs, quoi. Je me suis dit, voilà, je crois que là, on vient vraiment me chatouiller sur ce que je suis, sur mes convictions, sur ce que je sais aussi, sur ce que je pressens. Et, euh, et là, il est question d'être cohérent et congruent. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, et c'est de se sentir aligné avec qui on est réellement. Et, euh, Et là, alors j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur les étapes du deuil. Et Mhm. du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, le pompier il est en train de vivre ses dernières heures. Il va exprimer un dernier souffle. Et je vais l'accompagner à ça. Voilà, j'ai besoin de l'accompagner vers ça. J'ai besoin de me convaincre aussi que j'en suis là. Et, euh, et je me suis gentiment satisfait d'avoir eu une réflexion et des actions depuis une dizaine d'années maintenant dans des milieux parallèles à mon milieu professionnel pour essayer des choses, pour essayer de voir si cette fameuse reprise d'études, ces formations dans le monde du coaching étaient viables, étaient justes pour moi. Et autant j'étais dans une forme de sentiment d'imposture. Alors, c'est intéressant, ça aussi, c'est qu'au départ, j'étais dans une imposture, j'étais sapeur-pompier professionnel, et je commençais à me dire que je pouvais aussi être coach, mais il y avait cette notion d'imposture dans le coach, en fait. Et il y a eu un glissement de terrain à ce niveau-là, c'est-à-dire que plus ça allait dans mes dernières années de sapeur-pompier, et plus je me sentais quelque part en imposture en tant que sapeur-pompier, à me dire tu as fait ce que tu avais à faire ici, ne t'épuise plus, ne te sacrifie plus. Tu peux continuer de faire des choses avec les sapeurs-pompiers, avec d'autres métiers, de l'uniforme, avec tous ceux qui vivent ce que toi tu vis de l'intérieur, mais tu n'as peut-être plus besoin de te cramer comme tu es en train de te cramer à l'intérieur. Tu as besoin de te poser, de te reposer, de penser à toi.
et d'organiser ce dont tu rêves depuis un certain temps autrement, avec toute la liberté que tu peux t'accorder à toi, parce qu'il y a sans doute aussi quelque part un chef d'entreprise qui sommeille et qu'il est temps de lui laisser la place. Au départ, je pensais terminer tranquillement ma carrière de sapeur-pompier. Il me reste 4 ans à terminer et prendre le relais avec cette activité. Et puis, je me disais dernièrement, si jamais une mission me parvenait ou si quelqu'un me confiait quelque chose à mettre en place dans le domaine de l'accompagnement, bah, je pourrais prendre une disponibilité des pompiers et aller vers ça. Et ça rejoint beaucoup de témoignages que j'ai entendus sur cette fameuse transition, c'est qu'en fait, l'univers m'a présenté les choses, mais pas comme je m'y attendais. Et il me l'a présenté avec un esprit de défi et de challenge à relever, en me disant, bah, écoute, là, il y a l'air d'y avoir une belle mission, est-ce que tu te sens d'y aller, quoi? Et du coup, je le vis comme ça surprend beaucoup de gens autour de moi, parce qu'en fait, j'ai pas de colère, j'ai pas de, j'ai pas d'animosité envers qui que ce soit parce que j'ai juste l'impression que j'ai pris mes responsabilités et que à partir du moment où ces responsabilités sont assumées, j'ai aucune inquiétude à me faire pour la suite. J'ai juste du travail, donc à moi d'apprendre à organiser ça et surtout de faire ce que j'ai toujours appris à faire, c'est travailler en équipe, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je crois que la plus grande force que je puisse retirer de mes années de sapeur-pompier, c'est cet esprit d'équipe. J'ai jamais été éteindre un feu tout seul. J'ai jamais été capable de porter secours à une personne en détresse tout seul. Et du coup, il y a une chaîne à installer, il y a un maillon dans lequel je dois venir m'insérer pour être disponible au plus grand nombre. Mais sans plus me sacrifier au passage, et par contre essayer d'alchimiser ça aussi au bénéfice de ceux qui veulent apprendre à être plus performants et meilleurs dans leurs accompagnements. En fait. Écoute, ouais, vraiment de ce que enfin, je retiens beaucoup de choses évidemment de ce que tu dis, mais dans ce que tu viens de dire là maintenant, quelque chose qui me paraît tellement important, on va parler du deuil d'une part, et que ce deuil est d'autant plus facile que quand on prend la responsabilité de ce qui nous arrive et la responsabilité de sa vie. Je dis ça par opposition parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Moi, j'étais licencié en 2009 suite à la crise de subprime et je me souviens avoir tout de suite écrit une lettre à tous mes collègues et autres et aux amis en expliquant ce qui m'arrivait, en disant que j'étais très à l'aise, très tranquille, que j'avais beaucoup donné, j'avais beaucoup reçu, c'était équitable et je partais l'esprit tranquille. Et ça avait beaucoup surpris et impressionné les gens qui pensaient tellement qu'on devrait se sentir victime dans ce moment-là et tu vois, et se positionner en victime contre un méchant bourreau. Et c'est pas du tout ce que j'entends, tu vois, de ta part aussi. Et moi, je sais que ma transition était d'autant plus simplifiée que j'avais pas cet amalgame émotionnel, tu vois, à déblayer à ce moment-là. Et j'ai la perception qu'il y a quelque chose d'assez proche de ce que tu vis. Ouais, tout à fait. Et j'irai même plus loin, c'est que j'ai croisé des grands chefs là récemment en faisant mes courses en dehors du milieu professionnel. Et je leur fais même des propositions pour la suite. Voilà, je sais pas s'ils les relèveront, mais en tout cas, moi, je me dois, j'ai envie de leur dire, écoutez, on a l'air d'être dans une impasse plutôt que face à ces histoires de passe. Et j'ai beaucoup de collègues en souffrance aussi qui sont vraiment en plein questionnement parce que pour eux, c'est vraiment un choc psychologique, c'est un gros traumatisme. Et il y a vraiment la nécessité d'accompagner ça aujourd'hui. Et, euh, et, et des professions comme les sapeurs-pompiers, elles ont juste un seul défaut, c'est qu'elles ne savent pas appeler au secours quand elles vont pas bien. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Donc, je prétends pas être leur sauveur, mais j'ai aujourd'hui, moi, franchi un pas dans un univers avec de belles personnes comme toi et comme beaucoup d'autres dans le monde des thérapeutes, dans le monde de l'accompagnement, et je crois que il y a ce lien-là qui est possible à faire et qui est nécessaire, c'est-à-dire que on parle beaucoup du monde de demain ou du nouveau monde. Moi, j'ai plus tendance à dire qu'il est déjà là, ici, maintenant, et qu'il peut être peut-être nouveau pour un certain nombre de personnes, mais il est là et c'est à nous de le co-créer, de le faire vivre, de le faire respirer. Et il y a suffisamment déjà maintenant de travail, d'accompagnement à la reconversion, éventuellement aussi, pour y aller, quoi, et pas attendre des directives qui viendraient de qui que ce soit, parce qu'en fait, c'est nous les décideurs de tout ça. Oui, oui, ben absolument, tout à fait. Je te rejoins vraiment.
Mais c'est dingue. Enfin, en même temps que je t'entends ça, c'est que quand tu dis chez nous, les sapeurs-pompiers, on ne sait pas demander de l'aide et c'est extraordinaire de voir à quel point je pense que c'est assez courant dans les métiers de l'aide d'être tellement disponible pour les autres, de juste s'oublier au passage et de ne pas imaginer que nous aussi, on pourrait être ceux qui demandent de l'aide. Et c'est pour ça que tu me parlais tout à l'heure avant le début, dis oui, bah, ta vidéo sur le monnaie de soutien qui est sortie dimanche sur ma chaîne YouTube m'a bien parlé, effectivement, Ouais, et parce que je vois que ouais, c'est une difficulté pour beaucoup de personnes. ouais, complètement. Tu vois, dans le travail que j'avais fait de reprise d'études, j'ai un paragraphe qui s'appelle Les pompiers j'écoute. C'est ce qui t'arrive quand tu fais le 18 et que tu appelles un service d'urgence. On va te dire les pompiers j'écoute. Et moi, je pose cette question bête derrière de dire, OK, mais qui écoute les pompiers? Voilà. Ouais, ouais, Et est-ce que les pompiers s'écoutent eux-mêmes? Tu vois? Peut-être, merci, et peut-être avant qu'on parle justement de tes projets à venir, et entre autres de cette fameuse tournée, tu as écrit des livres, Oui. peut-être les énumérer, peut-être, ce que tu as déjà écrit dans ta carrière. Euh, alors, si tu veux, et c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de peut-être aller un peu plus dans le détail de pourquoi ces notions de deuil et de nouvelle vie ou de renaissance me vont bien quelque part. C'est que mon premier livre s'appelle Retour d'intervention. Donc, c'est un livre qui est vraiment axé sur le monde des sapeurs-pompiers, qui s'est écrit dans la douleur en 2007-2008 parce que à l'époque, je perds mon meilleur ami dans la profession qui se noie dans un accident de plongée. J'ai mon propre papa qui est en train de partir d'une terrible maladie. Et puis j'ai un autre collègue de mon âge très proche dans sa façon d'être familialement, professionnellement de ce que je suis à l'époque qui meurt d'un accident de vélo. Et là, je me dis, c'est bizarre, la mort me tourne autour. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et je suis dans cette expérience officielle d'enseignant de l'incendie au contact d'universitaires du Centre national des arts et métiers, de scientifiques des sciences dures et des sciences molles, à revisiter le cœur de l'incendie où on me le présente comme un système dynamique complexe. Et là, on est en 2006-2008. Et je me dis, il y a eu une petite explosion dans ma tête à ce moment-là quand j'ai entendu le mot système dynamique complexe parce que ça m'a vraiment ramené à mon propre processus de pensée et au fait que parfois j'ai l'impression que ce que je dis est très clair et je me rends compte qu'en face c'est d'une complexité terrible pour un certain nombre de personnes alors que ça me paraît si bête, si simple et si anodin quelque part. Et, et du coup, j'ai eu besoin de retranscrire au sein de l'institution l'expérience que j'étais en train de vivre en partant de l'incendie cœur de métier, où j'avais vraiment le sentiment qu'on amenait les sciences humaines dans notre profession. Euh, et ça m'interpellait. Je me disais, qu'est-ce qui se passe dans la profession qui fait qu'on on a besoin de passer par le feu pour nous amener autre chose? Est-ce que je suis le seul à vivre ça? Est-ce que je suis le seul à le penser? Et j'ai eu besoin d'écrire ce premier livre, Retour d'intervention, dans lequel je venais insérer des fiches pratiques. Et je me suis rendu compte que ce livre, en fait, aurait pu être celui que j'aurais aimé lire à l'âge de 18-20 ans quand je commençais à m'interroger sur ce type de métier. C'était une forme de guide. Et il n'en existait pas de ce type-là. Et il a eu beaucoup de succès. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a énormément d'émotions autour de la rédaction de cet ouvrage parce que je l'ai écrit aussi pour occuper mon papa pendant qu'il était en train de partir, en lui demandant d'être le relecteur pour les fautes d'orthographe, etc. Parce que, pour la petite histoire, je voulais écrire un livre, mais c'était pas celui-là. Je voulais écrire un livre à quatre mains sur le savoir, sur la connexion au savoir, la pédagogie pour adultes, etc. Et je voulais l'écrire avec mon père. Sauf que quand je lui ai fait cette proposition, il m'a annoncé 15 jours plus tard qu'on devrait revoir le projet parce qu'il allait partir. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on change de direction, je vais écrire, mais je vais lui écrire aussi ce que je suis devenu depuis ce jour où j'ai osé quitter la maison, euh, sur un choix où il n'aurait peut-être pas été tout à fait d'accord et pour lequel il m'a encouragé, en me disant, rassure-toi, tes études te reprendront un jour, quoi. Voilà. Donc j'avais besoin de boucler une boucle avec ce premier récit. Et puis je voulais véhiculer aussi la rencontre avec mon collègue qui était décédé accidentellement dans les casernes. Et j'ai été très surpris des retours parce que
je ne me suis pas rendu compte en écrivant ce livre que j'étais en train de commencer une thérapie par l'écriture. Mhm. Voilà. Pour moi, j'étais simplement en rendez-vous avec moi-même le matin, à 4 heures du matin sur mon ordinateur. Et puis, c'est plus tard, avec certains retours, que j'ai commencé à prendre conscience que dans ce livre, il y avait autre chose. Et un an après la sortie de ce livre, un grand monsieur des sciences de l'éducation est venu à mon contact, à ma rencontre. C'est Guy Avanzini, c'est un monstre des sciences de l'éducation qui a toute une collection d'ouvrages sur les grands pédagogues et qui m'a proposé de reprendre des études universitaires à ses côtés en tant que directeur de recherche. Mhm. Et je me suis dit, c'est quand même bien foutu la vie parce que j'ai un papa, un père qui est parti il y a un an. Et là, j'ai un autre papa des sciences de l'éducation qui vient à ma rencontre et je rencontre un père spirituel parce qu'en fait, plus j'avançais dans la complexité des sciences humaines et plus j'avais quelque chose de spirituel qui venait s'ouvrir contre lequel je luttais en fait depuis toujours, alors que mon premier livre parlait que de ça, sans même que j'en sois conscient. Voilà. Donc du coup, je suis parti sur 4 ans de recherche-action pour lesquels j'ai eu beaucoup de difficulté à concentrer ma pensée et à percevoir que j'avais ce qu'on appelle une pensée en arborescence, une pensée complexe, et qu'il fallait absolument apprendre à se recentrer, apprendre à revenir. Et ce travail a donné lieu à un deuxième livre qui s'appelait La méthode pour accompagner les sapeurs-pompiers au retour d'intervention. Voilà. Où là, j'ai été vraiment confronté à mes pratiques de pédagogue. Je n'osais pas appeler ça une méthode et c'est sur les conseils de mon directeur de recherche qu'il a fallu valider ça et il comparait souvent ce que je proposais en termes de formation chez les pompiers à la pédagogie de Célestin Freinet. Mhm. Et c'est super intéressant parce que moi, Célestin Freinet, je connaissais pas. Je connaissais pas et il s'avère qu'effectivement, ça y ressemble très fort dans la façon, dans l'approche que je peux avoir quand j'encadrais des groupes de sapeurs-pompiers. Et, euh, Et en même temps que j'écrivais ce travail universitaire, il y a un mot qui est venu à mes oreilles comme une intuition, comme une petite voix qui commençait à se faire un peu plus proche de moi, qui est venu me parler de méditation. Voilà, le jour où je désespérais complètement parce que j'arrivais pas à organiser cette pensée et à me conformer à un plan qu'il fallait que je rédige, c'était une vraie souffrance pour moi de devoir passer par un cadre, un plan pour mettre mes idées en place. Et, euh, et cette suggestion de me mettre à méditer est venue et ne m'a plus quitté depuis 13 ans. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis passionné pour la méditation et c'est venu organiser beaucoup plus fluidement tout ça. Et en même temps que j'écrivais ce deuxième livre, où je devais vraiment être dans quelque chose de très rationnel, très logique, très scientifique, très cartésien, j'avais un trop-plein d'émotionnel qui faisait que tous les jours j'écrivais. Et je me rendais pas compte qu'en fait, j'étais en train d'écrire le troisième livre Mhm. en même temps que ce deuxième. Et donc ça, c'est en 2015, je soutiens mon travail universitaire je décroche. Et puis je continue à me former auprès de l'Institut de coaching international d'Alain Carroll sur Genève pour aller chercher une espèce de reconnaissance ou d'officialisation d'une pratique de coach par rapport à tout ça. Et en même temps, je continue d'écrire et j'arrive pas à arrêter ce truc. Et mi-décembre 2015, après avoir présenté ce travail en début d'année, où j'attendais beaucoup et j'attendais des réactions dans le milieu pompier et en fait, elles ne venaient pas parce que j'ai appris que c'était de la recherche et qu'il faudrait du temps pour que cette recherche arrive à disposition des gens à qui elle était destinée. Et je me suis dit, bon, ben 2016, année du fire coaching, allons-y gaiement, je me déclare ça officiellement sans savoir ce que ça veut dire. Et 15 jours après, je sortais mon troisième livre parce que je m'étais décidé à faire un livre à partir des récits que j'avais écrits sous forme très émotionnelle. Et lui, il s'appelle Qui contrôle l'air contrôle le feu. Et là où c'est nouveau, si tu veux, et ça a été le début vraiment de quelque chose de fort, c'est que je suis passé à l'auto-édition. Mhm. Voilà. Les 2 premiers étaient chez un éditeur et là, j'ai voulu tester l'auto-édition parce que je suis un passionné du processus créatif et que ça m'intéressait autant de construire l'intérieur d'un livre que de voir comment de l'extérieur l'objet se fabriquait avec la relation à l'imprimeur, la photo de couverture, enfin tout ça, quoi. Et du coup, je suis passé à l'auto-édition et depuis cette date-là, j'ai écrit 3 autres livres, donc j'arrive à 6 livres, voilà, et je m'arrête plus d'écrire.
Voilà. Et quelque chose me dit qu'il y en a encore un qui va s'écrire au long de cette tournée, certainement. Oui, alors il y en a un qui a déjà commencé à s'écrire par le biais de la cagnotte Litchi, parce que je suis déjà sur le vélo quelque part. Et je me suis rendu compte, ça c'est quelque chose de très très intéressant. Euh, je me suis rendu compte qu'autant mon premier et le deuxième livre partaient de retours d'intervention pour lesquels je partais un peu dans le passé, rechercher des explications, alors que les autres, ils ont quelque chose de prémonitoire en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu prends les 4 autres bouquins qui sont sortis derrière, déjà, ils correspondent chacun à une saison de ma vie ou de cette transformation. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je suis loin de ce qui est écrit dedans et en même temps, je suis dans le présent pleinement en train de l'incarner. Et du coup, c'est devenu des outils de coaching, d'accompagnement, parce que je m'amuse souvent par le biais du hasard à faire ouvrir une des pages de ces livres et à chaque fois, on tombe en lien avec la conversation qui est en cours avec la personne que j'accompagne. Et cet aspect magique, si tu veux, je l'adore, je l'entretiens beaucoup et puis ben, je peux te faire cette confidence parce que maintenant, j'ai plus à me cacher de ça ou à rougir de ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait du passeur d'âme derrière tout ça. Ok. Hmm. Ben, écoute, oui, puis ça pourrait bien aller aussi avec le métier de sapeur-pompier, je trouve, même si ça serait pas imaginable certainement pour eux, mais en tout cas, moi, je peux y voir un sens. Voilà, j'espère que Il y a eu un passage de flambeau, si tu veux, qui s'est fait voilà, ce jour-là. c'est le cas, tout à fait. Ouais. On voit que tu trouves vraiment les mots hein, qui ont des liens avec tes métiers. Alors, Alors, en peut-être. fait, ouais, alors, si je peux terminer là-dessus, parce que du coup, ça va te permettre de comprendre ce que j'ai vécu effectivement le 17 août. Oui. Quand j'ai été suspendu de mes fonctions, il faut savoir qu'il y a 13 ans, le 17 août, j'accompagnais mon père à quitter ce monde. Euh, et le 17 août 2021, mes pères, inconsciemment, m'ont accompagné à quitter le monde des pompiers. Hmm. Et j'ai vécu ça comme une mort digne et normale. Voilà. Oui, c'est impressionnant l'histoire des dates parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça aurait dû intervenir le 15 septembre, soit demain, et au fond, il y a une forme de zèle qui fait qu'on commence le 17 septembre, on suspend les personnes le 17 août, pardon, on C'est suspend ça. déjà le 17 août, donc on anticipe tout ça, ce qui est assez dingue, en tout cas, vu de l'extérieur. Ouais, c'est une grosse pression qu'on met. Moi, je l'ai vécu aussi comme un coup de bluff de la part de mes autorités. Hmm. Ils voulaient nous impressionner en nous disant vous irez pas jusque-là et qui ont été très surpris qu'on soit quelques-uns à y aller, quoi. C'est ça. Alors voilà, outre l'aspect, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que ben, vous avez des droits à défendre, ce qui me paraît on ne peut plus légitime, mais ça, c'est effectivement, ça fait partie de boucler cette boucle d'une manière qui soit juste, la tête haute en tout cas. Mm. Et alors, quel est ce projet de tournée maintenant, si tu veux nous en dire un peu plus? Alors la tournée, quelque part, c'est aussi le retour à un tour à vélo que j'avais fait à l'âge de 18 ans, où j'étais parti avec un pote comme ça. Après le bac, on avait décidé de faire un tour d'Angleterre en vélo. Et ça reste un de mes plus beaux souvenirs de quelque chose de simple, d'authentique, de sportif aussi, où on apprenait un peu à partir à la rencontre de l'inconnu. Et là, en étant suspendu de mes fonctions, je me suis dit, bon ben voilà, ça y est, il t'arrive un truc en tant que fonctionnaire que tu n'as jamais imaginé, c'est que tu ne vas plus avoir de revenus, mais dès la fin du mois, quoi. Hmm. Et comment tu fais par rapport à ça? Oui. Et, et j'ai regardé un petit peu mon stock de livres qui me restait, qui était plutôt à la baisse et que j'avais un petit peu perdu de vue depuis un certain temps. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai une planche à billets à la maison. Hmm. Ah, je t'entends plus là. Je ne t'entends plus. Je ne sais pas si. Alors, je vois que Nicolas parle, mais je ne l'entends plus. Alors, là, dis-moi. Et tout en continuant de prendre soin de moi et en pratiquant sportivement au quotidien parce que j'ai besoin de ça aussi. Nicolas, Et je me... juste une Oui, seconde, parce qu'il y a le son qui a coupé. ah, pardon. Tu as parlé à un moment de planche à billets, il me semble que j'ai compris, c'est ça? Ouais, voilà. C'est-à-dire que quand je prends mes bouquins, en fait, je me rends compte que chacun a une valeur financière
et que comme je suis en auto-édition, il n'appartient qu'à moi en fait de les faire imprimer et puis de les faire connaître et de de regarder comment je peux les distribuer. Parce qu'ils peuvent accompagner encore tous les projets que j'ai maintenant dans le domaine de l'écriture, de l'accompagnement et puis de la rencontre, tout simplement. Donc, je me suis dit que ce qui pouvait être sympa, c'était d'aller faire du vélo pour prendre l'air déjà en 2022, parce que j'aime bien la symbolique aussi des nombres et que l'année 2022 me paraît intéressante à ce niveau-là. Et du coup, je me suis dit, ben, au printemps 2022, je vais partir sur les routes de France parce que j'ai besoin de rencontrer physiquement les personnes à qui j'écris, les personnes qui me renvoient des petits mots en messagerie privée, qui me contactent, qui m'encouragent dans ce que je fais. Euh, parce que ça fait des années en fait qu'elle me porte. Parce qu'au début, mon écriture me faisait très peur et je n'avais aucune confiance dans ça. Et cette confiance, elle est venue au fur et à mesure par les retours que j'ai eus de lecteurs. Et je me suis dit, il est temps d'aller à leur contact, de sortir de nos écrans, de retourner sur ces routes de France que j'ai beaucoup explorées quand j'étais gamin avec mes parents, avec la caravane, où j'ai des souvenirs terribles. Et je me suis dit, ben voilà, il faut mettre en place aussi un réseau professionnel, un réseau de distribution, un réseau de commercialisation, un réseau pour lequel tu puisses aussi, toi, continuer de vivre dignement et alimenter aussi tous les projets de la famille. Et je me suis dit, bah, puisque je travaille toujours avec des mots MAUX plutôt laids et que je m'amuse à les transformer, bah, je vais partir de mes propres mots laids, je vais me foutre sur un vélo et je vais pédaler, quoi. C'est très bête. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais partir en tournée et que cette tournée s'écrirait au jour le jour en fonction des personnes qui étaient OK pour accompagner ce projet, pour co-organiser des choses à droite à gauche. Et du coup, tu parlais d'oser demander de l'aide. À un moment donné, bah, m'est venue l'idée de mettre en place un projet, une cagnotte Litchi, pour financer le projet, pour le cofinancer, et pour commencer réellement à réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire en dehors des moments où je serais en train de pédaler, en termes de conférences, de rencontres dédicaces, d'ateliers d'écriture éphémère dans des endroits insolites, d'ateliers d'intelligence collective ou de coaching, tout bêtement. Et, Mhm. euh, et dans l'idée un peu troubadour de tout ça. C'est-à-dire, j'ai un peu le sentiment, si tu veux, pour revenir un peu à ce qu'on est en train de vivre au niveau de la société, qu'on est vers quelque chose qui ressemble très fort à la fin d'un Moyen Âge et qu'on va vers une renaissance. Mhm. Et j'ai envie de vivre ça de l'intérieur aussi, de repartir sur des routes et puis un petit peu à la façon des compagnons, faire un tour de France, mettre en place un certain nombre de petits chefs-d'œuvre avec les uns avec les autres, en n'étant pas juste là pour dire vous avez vu c'est moi, mais plutôt ok, vous avez envie que je passe vous voir, ok, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Voilà. C'est-à-dire que si je fais étape chez vous, je prends le gîte, je prends le couvert, ok, mais on peut prendre la guitare avec le vélo, on peut chanter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble pour que ça ait du sens pour tout le monde et que ça participe aussi à une forme d'éveil des consciences, tout simplement. Bon, ben dis donc, quel beau projet. Je disais en m'amusant tout à l'heure, quand on se préparait quelques minutes avant, on voit qu'il y a un beau bois derrière lui. Puis il disait, mais c'est mon garage que j'ai tout aménagé avec des matériaux recyclés. Je lui dis, oui, mais si tu fais une tournée, à mon avis, tu vas être engagé à gauche, à droite. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tu vois, j'aime bien cet état d'esprit en fait, de dire on peut reconstruire, on peut se remettre à bâtir parce que pour moi on en est là quoi. Et, euh, et ça passe par une forme de noblesse aussi qu'on doit redonner par le travail. Voilà. Et le travail, c'est, si on prend la formule physique, c'est une puissance divisée par un temps. Donc ça veut dire que plus on associe de potentiel en un minimum de temps, et plus le travail sera beau et puissant en fait. Voilà. Donc on est juste peut-être en train d'apprendre à revivre ensemble, à retravailler ensemble, à recommuniquer autrement que par ces outils digitaux numériques qui nous rapprochent et nous éloignent en même temps en fait. Ben, ça me paraît un bien beau projet, en tout cas, Nicolas. Et c'est vrai que tu m'as fait l'honneur de demander d'être parrain de cette tournée. Donc, on va voir comment on peut mettre ça en place. En tout cas, encore plus envie, encore plus Waouh! envie de te soutenir suite à cet échange.
qui m'a appris à te découvrir et à te connaître également. Donc, ça me ferait vraiment très, très plaisir voilà, de voir de quelle manière, d'une part, on va faire en sorte de se voir, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Je suis honoré, vraiment, Christian, je suis honoré si tu me dis OK pour être le parrain. Tu verras que j'ai aussi une marraine que je te présenterai. Et parce que voilà, une fois de plus, ça se fait pas tout seul, tout ça. Et ouais, ça me toucherait vraiment, quoi. Bon, ben, écoute, super. En tout cas, moi aussi. Alors, tu verras Waouh. une série de commentaires que je t'inviterai à aller voir, peut-être enfin, que tu auras un moment, cette Ok. vidéo, de voir effectivement que tu as touché les personnes à travers ton témoignage. Hein. Euh, donc, tu pourras mettre également mets seulement en commentaire peut-être le lien de ta cagnotte aussi, parce que voilà, ça faut D'accord. d'oser se montrer, d'oser demander, sachant que chacun est tellement libre de faire ce qui lui semble juste. Voilà, c'est ça aussi qui est bien agréable. Et oui, puis mon épouse Anne-Chantal qui dit, oh oui, oui, viens chez nous en Suisse, tu vois. Donc voilà, on a de la place. Donc, on sera ravis de t'accueillir en tous les cas. Ah, Euh, bah, c'est super. voilà, Nicolas, ben, il y a déjà plus de 3 quarts d'heure qu'on est ensemble, le temps passe vite, Waouh. 50 minutes presque. Donc, merci beaucoup, merci d'avoir accepté mon invitation. Voilà, il y a des merci pour ton beau témoignage. Dit, voilà, j'ai pas vu, dit Mab, voilà. Aussi, Maryse aussi nous disait bonjour. Voilà, je te laisserai aller voir ça parce que c'était vraiment, ça m'a beaucoup touché d'entendre et de me faire découvrir, je dirais, aussi un pan de métier que je ne connais pas, avec cette capacité que tu as à mettre des mots sur ce qui se vit dans le plus subtil. Et ça, je trouve ça très précieux. Et je suis convaincu que s'ils en ont envie, tu auras encore beaucoup à leur offrir. Moi, j'ai pas eu accès aux banques, mais peut-être que je n'aimais pas suffisamment les banques pour avoir accès à eux, certainement. Et certainement, je pense que le lien à ton corps de métier est différent. Moi, c'était pas contre les banquiers, c'est plus contre l'institution, en l'occurrence. Et que, voilà, je suis sûr, en tout cas, de ce que tu partages, tu auras beaucoup à leur offrir. Merci C'est encore. gentil, Christian. Merci à toi. Alors, si je peux me permettre, du coup, cher parrain, Oui, ce matin, j'ai créé un groupe Facebook. Alors, pour l'instant, on reste un petit peu en sommeil, mais ce sera vraiment le groupe qui permettra à la communauté qui supporte, qui relaie, qui devient partenaire de cette tournée, bah, d'être dans un petit cocooning pour commencer aussi à co-organiser, à partager des choses, à bénéficier d'un certain nombre de petites astuces entre les uns et les autres. Voilà. Il y a cet esprit-là qui va se créer un petit peu en amont de la tournée et qui va l'accompagner beaucoup aussi. super. Bah, c'est pas une très, très bonne idée, effectivement, de créer cette communauté qui t'entoure et t'accompagne, comme tu as si Merci beaucoup. accompagné et soutenu tant de monde durant toutes ces années. Un grand merci, Nicolas. À bientôt. Merci à toi, Christian. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.